Bonjour et bienvenue dans Cinémotion, épisode 1. Bonjour Olive. Salut Doudou. Pas de blague, salut Vivien, non Vivien est pas là, parce qu'on l'a viré, On va en parler après de ça. D'accord. Va falloir qu'on rentre plus dans les détails pour les gens qui se posent des questions. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, c'est la semaine de la rustine, du coup, ouais, je suis un peu excité par ce petit format, ou grand format, je sais pas, donc ça va être cool, roue libre. Et toi, comment tu vas ? Ça va très bien, je suis fatigué. Non, c'est pas vrai, ça va aujourd'hui, je suis pas trop fatigué. Alors, avant qu'on vous explique le concept de cette émission, on va vous expliquer pourquoi nous ne sommes que deux. Comme d'hab, hein. Et à notre plus grande surprise, oui, Vivien a décidé d'arrêter Faites entrer le film. Il en avait marre, trop de pression, pas assez de revenus. C'est ça, pensez au Utip dans la description. Et ouais. Non, en vrai, il avait des examens, des projets à rendre, je crois. Il avait des impératifs et il pouvait pas se joindre à nous. Donc, au lieu de faire une semaine blanche ou une énième FAQ ou un hors-série à la mort moelle-neu où on n'a absolument rien à vous dire. Mon cul sur la commode, ouais. On a décidé de lancer un petit truc. Bon, on sait pas où on va, mais on y va. Roue libre du coup, encore une fois, hein, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On y a pensé un petit peu cette semaine. Il y a eu 2-3 concepts qui sont sortis, mais c'est le 17 millième concept qu'on balance sur la chaîne, hein, mine de rien. Oui. Mais, on verra. Oui, puis pour être honnête, hein, on s'est vu samedi, on s'est dit, on fait quoi ? On savait pas. C'est ça. Donc on a dit, on va faire un truc. Mais comme vous avez pu l'entendre, j'ai bien dit Cinémotion. Et pourquoi Cinémotion, Olivier ? Eh ben, ciné comme cinéma. Dans ciné, tu gardes le « et », ça fait émotion, avec motion, et c'est aussi motion. Donc, une grande histoire d'images qui bougent, quoi. Totalement. Et pour ouvrir, je pense, ce premier Cinémotion, on a essayé de parler d'une série de films, une trilogie, pour être plus exact, qui nous a marqué. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a 10 ans d'écart. Oui, à peu près. Mais elle nous a plus ou moins marqué vers le même âge. Et c'est ça, je trouvais ça assez drôle qu'il y ait ce parallèle qui puisse se faire. Alors qu'on est plus ou moins pas de la même génération, quoique oui. Un peu quand même. Ouais, en fait, celui qui va nous en vouloir le plus de parler de cette trilogie aujourd'hui, c'est Vivien, qui va vraiment se mordre les coudes de pas être là. Hein. Sauf que on va pas en parler intensément. Je pense ça reviendra dans une autre émission où on fera un truc vraiment dédié à l'ensemble de cette saga. Tu sais que la plupart de nos viewers auront vu la vignette, donc du coup ils savent de quel film, quelle trilogie on va parler. Tu sais que je me suis fait la remarque quand j'étais en train de dire genre je laisse un peu de suspense. Le suspense il est mort dans le titre de la vidéo. c'est ça. Donc je voulais créer un truc. Donc on va parler de Star Wars. Enfin, la vraie première trilogie qui est sortie. Ah, déjà, tu viens de t'attirer les foudres de beaucoup de monde. La vraie trilogie. La trilogie originale. Excuse-moi. Les épisodes 4, 5, 6. Voilà, la vraie trilogie. La seule trilogie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, il y a des trilogies importantes dans le cinéma. Il y a Star Wars, oui. 4, 5, 6. Le Seigneur des Anneaux, on parle pas du Hobbit. Non, le Lord of the Rings, oui. Indiana Jones. 1, 2, 3. Il n'y a pas de 4, ça n'existe pas. Et Retour vers le futur, 1, 2, 3. Il n'y aura jamais de 4, puisqu'il ne veut pas. Et ça fait plaisir. C'est en vrai, c'est vraiment trop cool. Ah oui, j'espère. Donc, Star Wars. Qu'est-ce que Star Wars, Olivier ? Eh bien, c'est une trilogie elle-même constituée de 3 actes, en fait. Chaque film, indépendamment. En tout cas, le premier, par exemple, se regarder seul, a ses propres enjeux et sa propre résolution à la fin. Mais quand on regarde et qu'on remet l'épisode 4, qui est le premier de la trilogie, dans l'entièreté de l'œuvre, donc 4, 5, 6, c'était uniquement l'exposition de tout ce qu'on va rencontrer après dans la suite. L'Empire contre-attaque est un bon exemple de péripéties qui se succèdent et qui se terminent moyen pour les héros. Et le retour du Jedi, c'est justement la résolution de ces péripéties et la révélation du héros et la conclusion de la saga. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et beaucoup de trilogies sont aujourd'hui, enfin avant, mais même encore aujourd'hui, sont pensées comme ça. On réalise un premier film qui résout
ces enjeux. L'enjeu du film Star Wars épisode 4, c'était de globalement quoi, sauver la princesse et péter l'étoile noire. Mais finalement, péter l'étoile noire ne veut pas dire on a détruit l'Empire. Donc ils ont résolu les enjeux qu'il y avait dans ce film-là, mais ils n'ont pas résolu les enjeux globaux qui étaient de péter l'Empire, revenir à un truc un peu plus démocratique, etc. Et on se rend compte que même à la fin du 6, il n'y arrive pas, parce que le 7 est là pour nous le rappeler. Voilà. Bonjour, épisode 7. Tu viens de rendre caduque 30 ans. Bravo, merci à toi. En 3 phrases et 15 minutes de film. Et encore. Le 7, je pourrais le défendre. Sur certains points, parce que, certes, c'est une grosse copie du 4, mais pour moi, ça, c'est pas un défaut. Star Wars, ça a commencé en 77, oui. Le premier. Le dernier qui était sorti avant ça, c'est, je crois, 2005. Je crois La Revanche des Sith, c'est 2005. Ouais, parce que c'était tous les 3 ans et le premier est sorti en 99, je crois, La Menace Fantôme. Ouais, donc voilà. Donc là, ça arrive en 2017. Ça veut dire que ça fait déjà 12 ans qu'un film Star Wars n'est pas sorti, enfin un vrai film Star Wars. Donc c'est normal de vouloir alpaguer un nouveau comme ça. Un nouveau public. Un nouveau public. Donc c'est comme on dit, hein, c'est dans les vieilles chaumières qu'on fait les meilleures chaumières. Et c'était pas du tout ça là. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, exactement. Et donc c'est pas un problème. Mais on va pas parler de ça. Moi, j'ai envie qu'on parle surtout de notre rapport à cette première trilogie, de comment on l'a découverte, de pourquoi ça nous a marqué. Et ça sera déjà pas mal. Oui, ce sera pas. Donc globalement, on va parler de notre rondelle, en incluant Star Wars dans le lot, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais ça nous sert d'excuse pour parler de nous, quoi. C'est ça, parce qu'on adore. C'est tout. Moi, on adore. C'est ce que je préfère faire. On est des créateurs de contenu après tout, hein, donc, exactement. Donc. Première petite question, parce que j'ai préparé des questions. Ah la vache, c'est pas vrai. Quel animateur du futur. Toi, oui. Tu as découvert Star Wars, tu avais quel âge ? Je pense que je devais avoir 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. J'ai vu le Retour du Jedi au cinéma avec mon tonton. Et je ne pense pas avoir vu les 2 autres avant. Donc je dis des bêtises, j'avais 5 ans, entre 4 ans et 5 ans, quoi, quand j'ai été voir le Retour du Jedi au cinéma. Et après j'ai vu les autres dans le même mois, certainement. C'est flou, hein, c'était au siècle dernier et tout ça, on se déplaçait en charrette encore. Mais ouais, ma première confrontation avec Star Wars, ouais, j'avais 4 ans, c'était mon premier cinéma. Ah oui, c'est pas mal. Ah, hein. Donc ouais, j'avoue que ça plante le décor, j'ai envie de te dire. Oui, donc du coup, je peux même aller au-delà et dire que mes premiers contacts avec de la science-fiction populaire, enfin de la science-fiction quoi, c'est ça, c'est Star Wars. Et donc autant vous dire qu'à 4 ans, j'en ai pris au cinéma plein les mirettes. J'en ai vraiment pris plein la gueule. Tu m'étonnes. Je veux dire, il y a quand même pire pour commencer avec la SF. Hein. Ça va. Mais vous remarquerez, j'ai mis populaire dedans, parce qu'on pourra digresser peut-être plus tard sur d'autres formes de SF qui se veulent un peu plus sérieuses, etc. Et toi, Kevin, ton premier contact du coup avec Star Wars ? Alors, moi, ça me fait chier parce que on sait que mon âge et moi c'est un concept assez flou, mais donc moi je les ai vus au cinéma les 3 parce que quand ils sont ressortis les rééditions qu'il y a eu en 97 qui sont sorties donc au cinéma en France, j'y suis allé moi aussi avec mon tonton les 3 parce que lui il avait adoré ça, quand c'est sorti je crois au ciné il avait une dizaine d'années le premier et ça l'a marqué. Tout comme l'avait marqué Tron dans un autre style, mais voilà. Et il m'a dit, j'avais 7 ans. Il m'a dit bon allez, je t'emmène au cinéma, tu vas voir, c'est pas mal. J'avais pas tout compris, hein, parce que bon à 7 ans, ça reste assez flou quand même. Oui, un peu. Ouais. Moi, je sais juste que j'adorais Luke, parce que Luke est vraiment le héros parfait pour les très jeunes, parce c'est vraiment le héros qu'on aime. Plus tu vieillis, plus tu préfères Solo. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Parce que, voilà, mais j'adorais Luke. Et ouais, donc j'ai dû voir le 4, 5, 6 en l'espace d'un mois et demi, quoi, parce qu'ils sont sortis toutes les 2 semaines. Et c'est peut-être mon premier, c'est pas la première fois que j'allais au cinéma,
mais c'est vraiment mon premier réel souvenir. Quand je ferme les yeux et que je pense à ça, je me rappelle de la salle, je me rappelle du lieu. J'étais au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne. En forte, si je me rappelle et je me rappelle de plein de choses. Je me rappelle en avoir parlé après à mon oncle. C'est impressionnant comment c'est. Et c'était il y a plus de 20. Ah putain, c'était il y a plus de 20 ans. Oui. J'ai même 25 ans. Bienvenue dans le monde, Dodo. Waouh. Prends ton temps, réveille-toi en douceur. Si t'as des nausées, c'est normal. Je me suis pris une claque. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Je dirais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma ou tout ça, mais un truc est sûr, c'est ce que ça m'a mis le pied dans la SF, et c'est peut-être pour ça que c'est un de mes styles que j'apprécie le plus aujourd'hui encore. Ça se comprend. Et pour t'aider dans cette espèce de réveil de la vraie vie, parce que tu viens de prendre conscience que c'était il y a 25 ans, mon premier cinéma, c'était donc il y a 38 ans. Voilà. Je t'accompagne. Oh la vache. Je vais vomir, je reviens. On va changer de concept de l'émission, on va dire un film qu'on a vu la semaine dernière, ça nous fait moins mal. Un film qu'on n'aime pas, voilà, non, parce qu'on est des vieux rageux, tatati. Ouais. Ah bah là on va avoir du mal, hein, parce que pour agir sur le 4, 5, 6 c'est compliqué. Mais ouais voilà, vraiment je pense que toi comme moi, comme tout plein de gens, il y a certains films qui nous ont marqués, et on se rappelle de la première fois, du truc, du machin. Et vraiment, je parlais tout à l'heure des pour moi, les 4 trilogies. Bah, je me rappelle, toutes ces trilogies-là, je me rappelle de quand je les ai vues. Ouais, je pense que si je faisais l'effort de mémoire, je m'en souviendrais assez bien aussi. Je les ai pas toutes vues au cinéma, parce que j'étais quand même jeune. Ah non, moi j'en ai vu. J'ai vu que Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, pour le coup, au cinéma. Mais Retour vers le futur et Indiana Jones, je sais que je les ai vus à la télé petit, et que voilà, ça m'a émis des claques aussi. Indiana Jones, j'ai vu le dernier seulement au cinéma, donc c'est le troisième, donc c'était le Graal, c'est ça, hein, je crois. Avec Sean Connery. Et voilà. Mais c'était tout, c'était Cinémotion. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que là, je rentre, je mets les pieds dans le plat parce que je suis comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier la trilogie qui est sortie bien après, dans les années fin 90. Fin 90, oui, La Menace Fantôme. La Menace Fantôme. La guerre truc des clones, là. La guerre des clones et La Revanche des Sith. Et 7, 8, 9. Vraiment, je pourrais pas te dire le titre. Peut-être que le 7, c'est Un nouvel espoir. Oui. Moi, l'épisode 7, c'est l'épisode de la nostalgie, en fait. Hein. Pour le coup, ça reprend les ingrédients de Star Wars. Ça reprend une bonne partie du cast de Star Wars 4, du coup. Ça se passe... En termes de créativité, il n'y a rien. C'est vraiment le vide absolu, parce qu'on revisite les mêmes lieux et les archétypes de personnages. Genre Han Solo, ça fait 30 ans qu'il s'est rien passé et il est toujours contrebandier, du coup, ok. La princesse Leia, dans le 7, elle est toujours à la tête de la résistance, ou elle est la rébellion. C'est une générale, mais voilà, elle rebellise contre, on sait pas trop, l'arrivée du Nouvel Ordre, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Du coup, comment ça s'est passé, pourquoi il y a plus d'empire mais il y a le nouvel, on sait pas tout ça, et on va suivre les aventures d'une fille perdue cheveux gras qu'on découvre sur une planète de sable. Donc globalement, et il y a une scène de cantina vers le milieu du film. J'ai l'impression que tu parles d'un truc que j'ai déjà vu. Il y a un petit goût d'Orviazi, hein, c'est bizarre. Hein. Mais bon, de là à dire qu'il y a des cols de la planète sableuse avec le Faucon Millenium. Ah putain oui, c'est ce qui se passe, oui, ça ressemble beaucoup trop au 4. Et donc du coup réactiver le GPS du Faucon Millenium qui permet à Han Solo de le retrouver tout de suite dans l'immensité de la galaxie lointaine, très lointaine. Et oui. On a commencé à défoncer le 7, très bien, c'était pas le programme. Non mais voilà, ils vont tous prendre un peu pour leur grade. Moi, le 1, 2, 3, je les aime pas. J'y arrive pas. Je sais que j'ai des amis qui sont fans de Star Wars et qui les aiment beaucoup, qui aiment beaucoup le 3 pour diverses raisons et tout. Mais moi, j'y arrive pas. Mais je pense que c'est générationnel, en fait. Nous, on a grandi avec 4, 5, 6. Ma génération, la tienne, enfin voilà, on a grandi avec ça, puis il y a eu un grand vide avec rien, et d'un seul coup, 2 générations plus tard, les enfants qui avaient 4, 5, 6 ans, etc., découvrent Star Wars par le biais de La Menace Fantôme. Donc,
pour toute cette génération fin 80 qui était en âge d'aller au cinéma et de découvrir cette prélogie, du coup, ça devient leur totem parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, qui font partie de cette génération-là aussi. Oui, oui, la génération abandonnée, on est d'accord. Non, Oui, mais oui, je parlais surtout de Julien qui aime beaucoup le 1, 2, 3 et on est de la même génération, tous les trois. Mais j'ai du mal. Après, pour le coup, sans oublier que j'aime beaucoup moi McGregor. Oui, Evan Ewan McGregor. McGregor que je trouve. Mais c'est aussi que je trouve que c'est un immense acteur. J'aime bien Liam Neeson aussi. Samuel L. Jackson, Yoda, tout ça j'aime bien. Mais je sais pas, ça apparaît. Enfin, pourtant c'était 2 ans après que j'ai vu le 4, 5, 6 qui m'a mis une grosse claque. Et je pense aussi que les effets numériques ont moins matché. Parce que faut pas oublier que dans le 4, 5, 6, c'est beaucoup d'effets pratiques. De la maquette. Quasiment que ça. Moi, je me rappelle quand j'avais vu un espèce de making-of où on voit les maquettes, les mecs roulent à côté avec des fils et les X-Wing dessus pour, Oui, mais bien sûr. pour faire genre que ça va. Et ça rend tellement bien dans le film, enfin on s'y croit. Alors que l'effet numérique de début des années 2000, fin 90, il me match moins. Je suis moins dedans. Surtout la menace fantôme en fait, mais encore une fois, c'était vraiment les prémices d'effets numériques à très très grande échelle. Parce que globalement, Lucas, c'est comme s'il avait réalisé 2 films, un film standard et un film numérique, tellement il y a d'effets visuels dedans. Donc il a innové en ce sens-là, et grâce à ILM aussi. Mais du coup, quand tu les regardes aujourd'hui, je trouve que 1, 2, 3, finalement, plus jeunes que 4, 5, 6, ont moins bien vieilli parce que le numérique il était dégueulé à la gueule mais en même temps si ils avaient pas fait genre Jar Jar et les technologies qui ont permis d'avoir un Jar Jar mi-humain et mi-numérique du coup on n'aurait pas eu quelques années plus tard Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Tout ça rentre dans la balance, donc c'était novateur, mais peut-être trop novateur et trop ambitieux parce que du coup aujourd'hui ça dégueule du numérique. Principalement même les 2 premiers épisodes, la guerre des clones avec les bestioles numériques qui s'affrontent, enfin mi-numériques, mi-animatroniques qui s'affrontent à la fin dans un contexte que je n'ai plus trop parce que vraiment je suis pas trop vu ces films-là. Et dans La Revanche des Sith, ça allait un peu mieux. C'est le dernier évidemment, donc les effets spéciaux commencent à être bien ancrés. Vraiment, je suis assez d'accord que La Revanche des Sith est sympa. Surtout que ça se finit pas bien. C'est ce que j'aime bien avec les Star Wars, c'est qu'ils ont tendance à finir certains de leurs films par vraiment les gentils ont perdu. Et ça j'aime beaucoup. Mais le combat de sauterelles, non. Moi j'y arrive pas. Et encore, je trouve qu'il est moins marqué que le combat contre Yoda et Christopher Lee. Christopher Lee dans le deuxième. Et j'attendais vraiment énormément de l'épisode 3 parce que normalement, t'avais 2 Jedi au sommet, au top de leur forme. Enfin, tout était réuni. C'est l'âge d'or des Jedi, normalement, la prélogie. Les Jedi sont à leur apogée. Ils sont en pleine possession de leur pouvoir. Et ouais, finalement, le combat sur Mustafar, je crois, le nom de la planète, ça saute beaucoup trop et Anakin se fait découper sur une vrille, quoi. Enfin, c'était pas fifou. Non. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai du mal à regarder toutes les séries qui sortent autres que Star Wars. C'est pour ça que Obi-Wan, je n'ai pas regardé. Pas vu encore. Et ça m'intéresse pas spécialement. J'ai vu Mandalorian, je trouvais ça sympa. En fait, comme le film, c'est quel film qui est sorti Rogue. Oui, Rogue One, ouais. Rogue One, que je trouve bien parce que pour une fois, on ne suit pas des personnages qu'on connaît. Non, c'est pas une ode au Skywalker en fait du tout. Voilà, et c'est vraiment le meilleur truc que Disney peut faire avec les Star Wars. C'est autre chose que les Skywalker, que tout ça, que les mecs il faut les faire graviter autour. Bien sûr, Skywalker, je pense qu'on a vu l'entièreté, c'est bon. Skywalker, on a terminé l'arc complet des Skywalker. Et Rogue One était très bien parce que déjà respectait son matériau de base, donc il s'insère entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Il raconte en détail une histoire qui nous est rapidement exposée dans l'épisode 4, ce qui est plutôt très cool. Et surtout, même au niveau des vaisseaux, au niveau du look des personnages, dans Rogue One, on retrouve un look très 1977, tenue pas de def, la moustache pour les hommes,
c'était cool parce que du coup, tu peux presque enchaîner le 3 et le 4. Il n'y aura pas de gros gap. Évidemment, il y a plus de numérique dans Rogue One, mais tu pourras les enchaîner facilement, tu ne seras pas dépaysé, et en plus, tu en auras appris plus, qui te sera très légèrement raconté dans le 4, en fait. C'était très cool, Rogue One. C'est ça. Et c'est bien de le dire parce que je me rappelais pas que la plupart des pilotes de X-Wing humains avaient des belles moustaches. Ah, si. Ils ont même été rechercher des images non utilisées de l'époque pour les insérer dedans, ce qui était très très cool. Et puis il y a la scène de Vador. Oui, elle est impressionnante cette scène. Elle rend hommage au personnage. On a parlé dans un. On avait déjà parlé dans un scène émotion. Scène émotion, c'est ça. Qui n'est pas scène émotion, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil, ça s'écrit pas pareil déjà. Et bon, comme plein de choses, ça nous a marqué dans notre jeunesse. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai vraiment du mal à voir des défauts dans 4, 5, 6. Alors qu'il y en a, hein, c'est comme dans toute œuvre, hein, rien n'est parfait. Mais ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Il est vrai. Mais je sais que je pourrais les regarder avec plaisir. J'aurais pas de problème à me dire, oh, encore revoir ce film. C'est magique. Et moi, je suis désolé, les Ewoks, je les adore. Oui, moi les Ewoks, après j'étais petit, du coup je pense que j'étais très sensible à ça, et j'ai grandi avec ça. Du coup les Ewoks, j'ai compris que bien plus tard, que c'était un bon moyen merchandising de vendre du jouet, en fait, de vendre du produit dérivé. Mais pour le coup, en étant gamin et en l'ayant vécu à gamin, ça m'a pas dérangé. Alors que dans l'épisode 8, par exemple, t'as les porgs, je crois que c'est les porgs, c'est ça, des espèces de bestioles sur l'île où se trouve Skywalker. Ah oui, espèce de pingouin bizarre. Là. Ils ne servent à rien. Parce que vraiment, ils ne servent qu'à nourrir Chewbacca, hein, concrètement. Mais par contre, ils en ont fait des produits dérivés à tire-larigot. Du coup, est-ce que c'est BB-8 aussi, mais BB-8 je le comprends mieux en fait. Mais tu vois, mais c'est la bonne forme pour faire une peluche. C'est très facile. Et autant les Ewoks étaient actifs quand même dans l'histoire. Ils étaient partie prenante même. Ils étaient résidents de la lune d'Andorre, je crois que c'est comme ça. Et ils étaient très actifs. Là, pour revenir sur les porgs, ils ne servent à rien. C'est des pingouins avec des poils. C'est vrai. Mais tiens, j'ai une question. Oui. Parce que pendant très longtemps, durant ma jeunesse et assez longtemps, mon épisode préféré, c'était le Retour du Jedi. Parce que les gentils gagnent à la fin, ceci, cela, voilà. Et plus j'ai avancé, plus j'ai grandi, mûri et tout ce qu'on veut, plus je me suis rendu compte que mon réel épisode préféré dans cette première trilogie, c'est le 5. Bien sûr. L'Empire contre-attaque, qui est pour moi... en vrai, le meilleur, ça se finit mal. Quand tu le vois pour la première fois, tu te demandes comment ils peuvent s'en sortir, parce que vraiment, c'est la catastrophe. Il y en a un qui a perdu sa main, l'autre qui est devenu une table basse. Je veux dire, rien ne va. Rien ne va. Il y a le droïde qui a perdu ses jambes. Oui, c'est vraiment la cata. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai longtemps aimé je les aime tous, mais le 6, c'était longtemps mon préféré. Mais là, en fait, le 5 est tellement une masterclass d'écriture que je me dis waouh. Clairement. Alors, moi, j'ai vu, comme je disais au début, j'ai vu le 6 au cinéma, donc évidemment, c'est devenu tout de suite ma tétine, ma Madeleine, tu vois. Et très peu de temps après, je découvrais l'épisode 4 et l'épisode 5. Et je pense que c'est aussi lié à la qualité de la VHS de l'épisode 5 qu'on avait à la maison. Elle était meilleure que l'épisode 4. Du coup, l'épisode 5, je l'ai poncé. Je l'ai poncé. Et c'est très vite devenu mon épisode préféré. Mais pas forcément. J'étais trop jeune pour comprendre vraiment les enjeux, même le Luke, je suis ton père ou machin. J'étais un peu jeune. J'ai pas eu ça m'a pas pété à la gueule quand il y a la révélation de qui est Vador. J'étais trop jeune. Mais c'était plus les plans. Il y avait des plans incroyables dans l'espace quand ils longent les croiseurs de l'Empire, etc. Ça m'a vraiment très très fortement émerveillé. Et en plus, la VHS était de bonne qualité. Donc j'étais encore plus content. Et ça a dû peser dans la balance c'est quel mon épisode préféré. Et aujourd'hui, avec un regard d'adulte, c'est clairement le 5, quoi qu'il en soit. Ouais, Parce que voilà, comme tu dis, en termes d'écriture, il y a tout. Il y a tout. Et le plot twist à la fin est juste incroyable. Ouais, je suis ton père, là, je m'en remets toujours pas. Et mais non, là-dessus on est d'accord alors.
Ils ont voulu faire ça, je sais pas, avec le 8, ils ont pas réussi. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le 3 aussi, parce que ça se finit mal. Après, on a moins la surprise, parce qu'on sait déjà... on sait dès l'épisode 1, quand c'était dans La Menace Fantôme, où c'était Jack Lloyd, en fait, le pauvre petit gamin, quoi. On sait déjà, de toute façon, que ça va pas bien se finir pour lui. Ouais, mais j'aime bien cette fin, et la fin du 3. Bien sûr. Comme j'aime beaucoup la fin de Rogue One. Le fait que... on le sait qu'ils meurent tous, c'est une mission suicide. Mais qu'on les voit mourir, je trouve ça très impactant. Oui, il meurt sur un coucher de... Enfin, non, c'est pas un coucher de soleil, c'est une explosion. Il meurt en regardant une explosion. Ouais. Il y a la planète se détruit, eux ils voient ça et puis ils font bon allez, c'est sympa, il y a pire comme mort. Ça va faire de belles images et un joli souvenir. Ah bah non, du coup. Mais ça aussi c'est impactant, le fait que les héros ne gagnent pas toujours à la fin d'un film. Mais à la fin d'une saga souvent quand même. Ils ont gagné parce qu'ils ont accompli leur mission. Après c'est juste eux. Leur vie s'arrête. Oui, et puis dans le 5, je voulais dire les gentils n'ont pas gagné, quoi. Comme je te dis, il y en a un qui a plus de main, l'autre qui a une table basse. Enfin, il n'y a rien qui va. Moi, j'ai une question sur l'univers Star Wars à te poser sur le 4, 5, 6, parce que il y a pas mal de gens qui ont aimé ce personnage, qui le trouvaient stylé, charismatique, tout ce qu'on veut. C'est Boba Fett ou... C'est Boba Fett. Boba Fett. Ouais. Boba Fett qui n'a quasi aucune ligne de dialogue. Je crois qu'il a 3 lignes de dialogue dans les 2 épisodes où il apparaît. Qu'on le voit très peu à l'écran et qui meurt d'une façon... Comme un con. Qui ne meurt pas. Ouais, mais comme un con. Meurt pas comme un con. Ce personnage, quand tu étais petit et que tu l'as... Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ? Est-ce que tu l'as aimé comme d'autres l'ont aimé tout de suite? Est-ce que tu as voulu en savoir plus sur lui? Est-ce que tu t'es posé énormément de questions? Est-ce que tu t'es dit waouh? Absolument pas. Je m'en fouettais les coudes avec une babouche totale. C'est compliqué comme histoire. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais non, moi complètement. Alors je sais que Boba Fett est très développé dans l'univers étendu. L'univers étendu, je ne m'en suis pas occupé. Moi, je me suis arrêté au film et ça me convenait très bien. Et grand bien face aux personnes qui adorent ce personnage. Vous faites ce que vous voulez. Mais non, moi je m'arrête au film. Et vraiment au film, non. Alors je l'aimais pas dans le sens premier du terme. C'est un méchant. Il fait du mal à la bande de gentils. Il transforme Han Solo en table basse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, j'en avais rien à carrer. Et j'étais content qu'il meure. On est d'accord. Parce que pour le coup, j'ai le même sentiment que toi. C'est ce personnage. Or certes, il a une tenue sympa qui sort un peu qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, son vaisseau aussi est plutôt cool, tu vois. Il a une forme originale. Vaisseau, voilà, c'est ça. Mais pareil que toi. Ce personnage n'a pas assez attiré mon attention pour que je me dise je veux un truc sur lui. Parce qu'il y avait eu tout. Il y avait eu, comme tu dis, dans l'univers étendu, mais il voulait en faire un jeu vidéo sur lui, tout ça, machin. Moi, j'ai jamais eu d'affect pour ce personnage, que ça soit physiquement ou quoi. Et le fait que... Il y avait longtemps des rumeurs de films. Bon, maintenant, il y a une série qui se passe après, mais longtemps de rumeurs de films de comment il est devenu mercenaire, comment il a fait... Moi, j'ai exactement le même sentiment quand on me disait, ouais, il va y avoir ça, que un film sur Alien et savoir comment les aliens ont été créés. C'est ce que j'allais te dire. Je voulais faire le parallèle. C'est-à-dire, moi, j'arrive à un niveau. Enfin, je suis très rapidement arrivé à un niveau où, oui, on va faire pour Alien, par exemple, on va vous expliquer d'où viennent les aliens. Mais moi, en tant que spectateur, et encore une fois, ce n'est que moi, avec ma vision et mes œillères, je ne veux pas savoir. Et si t'es pas d'accord, c'est pareil. Je ne veux pas savoir d'où viennent les aliens. Je m'en fous. On peut juste me le liner dans un dialogue. Toi, ils viennent de cette planète là-bas quelque part. Moi, ce que je veux voir, c'est un équipage qui se fait démonter par un xénomorphe dans le noir. Pour moi, c'est ça, Alien. C'est une espèce de huis clos. Oui. Après, ça a été... chaque réalisateur a posé sa patte, vous connaissez. Mais, et donc, du coup, leurs origines... Surtout dans Alien, vraiment, c'est un parasite de l'espace, quoi. Si tu le rencontres, t'es dans la merde. Moi, j'ai toujours vu les xénomorphes comme des cafards de l'espace. C'est que ça. Ça colonise, et une fois qu'il n'y a plus rien, ça va se mettre en veille et aller coloniser ailleurs quand l'occasion se présentera. T'en vois un, t'es dans la merde, t'en vois pas, tu sais pas qu'ils existent, point barre. C'est ça. Et savoir pourquoi ou non, comment ils ont été créés, enfin, on s'en fout, en vrai, ça apporte rien au récit, surtout eux. Mais bon. C'est un autre sujet. Je pense qu'on fera une émission sur Alien un jour, à 3. Oui, je pense. Oui.
Ou à Paris, hein, ça dépend. Oui, ça dépend. Oh, t'es chaud. Oh, t'es chaud. Oh, t'es chaud. Tu as encore des choses à ajouter? Non, enfin, oui, en fait, on pourrait partir sur plein de choses. Le problème, c'est que on pourrait pas. J'ai pas envie qu'on rentre trop dans le truc pour pas que Vivien se sente lésé, parce que je sais qu'il a. De nous trois, je pense que c'est celui qui est le plus attaché à Star Wars. Oui. Pour des raisons autres que les nôtres. C'est beau ça. C'est complètement con de dire ça. Mais pour des raisons différentes. Voilà, c'est nous vraiment les a vécus au cinéma et tout. Lui, il était vraiment trop petit, je pense, pour les vivre au cinéma, mais il a eu un affect avec différent. Et puis il a l'air d'être beaucoup plus fan que nous dessus. C'est ça. Après, tout à l'heure, je disais, quand tu me demandais comment j'ai découvert, comment Star Wars est rentré dans ma vie, j'ai émis la notion de science-fiction populaire. Pour y revenir 2 secondes, il y a certainement eu d'autres films ou d'autres choses, mais dans mon référentiel, c'est Star Wars qui a implémenté, qui a fait découvrir un peu au monde qu'on pouvait faire de la science-fiction, que ça pouvait être divertissant, et donc s'adresser à la masse populaire, au plus grand nombre. Contrairement à d'autres films, comme par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, je ne cracherai pas sur ce film, juste, moi je l'aime pas, enfin je m'en fous en fait, mais... je pisse dessus, moi. Ouais, parce que toi t'es un rebelle, mais je comprends ce que 2001 a fait au cinéma et l'importance qu'il a dans le cinéma et ce qu'il a apporté, ça ne me touche pas. Mais c'était une science-fiction réservée un peu à l'élite, tu vois, c'est parce que il se passe pas grand-chose, mais tout ce qui se passe est vraiment voulu très réel, etc. Star Wars, il y a du son dans l'espace déjà, donc si tu pars bah voilà, il y a des explosions dans l'espace, il y a des sabres laser. Il se passe des trucs. Il y a des races extraterrestres, etc., etc., etc. Donc d'un seul coup, on a 2001, l'Odyssée de l'espace en 74, je crois, un truc comme ça, ou 72, je sais plus, qui débarque, qui se veut très... il intellectualise la science-fiction. Donc c'était peut-être pas pour tout le monde, surtout que la fin... voilà, faut s'accrocher quand même. Et on a Star Wars qui arrive. Je veux très contemplatif. C'est ça. Et d'un seul coup, on a Star Wars qui arrive, ça pète de tous les côtés. On suit des chevaliers Jedi, populaire. Et c'est pour ça que j'avais inclus tout à l'heure la notion de populaire. Je voulais juste revenir dessus pour ça en fait. Et populaire ne veut pas dire moins bien. Du tout. Ça aussi c'est important de truc parce que ceux qui... Enfin, là vraiment je vais sûrement me faire des ennemis et puis je m'en fous. Puis il n'y a pas assez de gens qui nous écoutent pour que je m'en fasse tant que ça en vrai. C'est tous les gens qui... pompeux par excellence, qui se revendiquent cinéphiles parce qu'ils ont vu 3 pauvres films là d'auteurs ou des films un peu contemplatifs où il se passe pas grand chose, où la masse de gens n'y va pas pour des raisons diverses et variées. Je veux dire, ça reste un divertissement, un film, hein. Tu peux aller voir un film juste pour voir un film. Qui vont voir 2-3 films de Kubrick, qui vont te ressortir Kubrick à chaque fois en disant que c'est un génie de ceci, machin, qui ont vu les films d'Hitchcock. Ok, c'est très bien, moi je veux dire ok, mais ça n'en fait pas moins que dans la SF, t'as de tout, et t'as tous les publics. Et Star Wars n'est pas moins bien qu'un 2001 de 6 espaces, c'est juste pas le même public recherché et visé. Et donc, s'il vous plaît, messieurs les cinéphiles, ou mesdames les cinéphiles, enfin tous ceux qui s'appellent cinéphiles, arrêtez de nous casser les couilles. S'il vous plaît. Je veux dire, le cinéma, on le vit chacun comme on a envie de le vivre, et puis si vous n'êtes pas d'accord, parlez juste entre vous, quoi. Et pour parler de SF populaire, comme je disais tout à l'heure, un film qui, dans ces mêmes eaux-là, moi, c'est vraiment Tron. Bien sûr. Tron m'a aussi beaucoup marqué. J'aurais kiffé vivre ça, moi. Rentrer dans un jeu vidéo. Je l'ai découvert très tard, Tron, parce qu'il est sorti en 80, je crois. En plus, il a floppé, etc. Moi, j'étais abonné au journal de Mickey, et du coup, dans beaucoup de journaux de Mickey, toutes les semaines, j'en avais des très vieux en plus, ils te parlaient de Tron, où Tron était mis en avant, etc. Moi, je n'avais que des images dans des magazines, en fait, de Tron. Et ça avait l'air tellement ouf! Après, je l'ai vu, mais je l'ai vu très très tard. Enfin, je devais avoir, je sais pas, 15, 16, peut-être même 20 ans. Donc, ouais, c'était un peu moins ouf. Mais c'est le concept qui m'a vraiment plu. Bien sûr, être d'un seul coup transporté au-delà même d'un jeu vidéo, dans un processeur, en fait, dans un ordinateur, tout bêtement. Le concept était juste incroyable. Et puis, Jeff Bridges. Donc bon. Ah, puis après, il y a eu Tron Legacy. Pourquoi vous avez fait ça? Bon, c'était pour faire de la pub à Daft Punk.
Ouais, et puis Jeff Bridges qui revenait. Ouh. Ouais, Yes. c'était bien. Mais c'est vrai que il y a quoi comme SF, enfin Blade Runner? Blade Runner. Ouais, pareil, Blade Runner, c'est pas du populaire quoi à la base. Non, Hein, du tout, du tout. Aujourd'hui, tout le monde aime citer Blade Runner, tout ça machin. Mais je suis désolé, hein, moi si enfin, je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. Mais si je veux me divertir et passer un bon moment, c'est pas Blade Runner que je mets sur ma pile, quoi. Il est très bien ce film, il y a pas de souci, hein, mais c'est pareil, quoi. Si t'es pas focus sur ton film, tu vas pas tout comprendre, quoi. Bah, c'est pas des films où il se passe plein de choses, mais c'est pas des films où tout ne se passe pas dans l'action en fait. 2001 ou Blade Runner, c'est avant tout une enquête, etc. Tu suis un pseudo-dépressif. Il est très bien Blade Runner, encore une fois. Moi, c'est pas mes amours de science-fiction. J'ai aimé Blade Runner, mais comme toi, si j'ai envie de me faire un truc ce soir, un peu chill, je vais pas mettre Blade Runner en haut de ma pile parce que ça va pas me divertir comme j'ai envie des fois d'être diverti en fait, tout simplement. Mais dans mon histoire personnelle, on m'a déjà balancé une fois en live, il y a longtemps. T'as pas aimé 2001, l'Odyssée de l'espace? Tu n'es pas un cinéphile. Alors, bah, déjà, non, je suis pas spécialement un cinéphile, j'aime juste le cinéma. Et je t'emmerde. Oui, je suis assez d'accord. Oui, et parce que. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être cinéphile, il faut cocher un certain nombre de cases. Il faut aimer ce que tous les Enfin, les cinéphiles qui se veulent tellement autres que mainstream, qui veulent s'émanciper de ce truc-là, un peu du ouais, le cinéma mainstream, vous voyez. C'est-à-dire que si t'es cinéphile, que si tu aimes tous les films, enfin que les autres cinéphiles aiment. Donc c'est un peu con quand même comme justification. Enfin, et puis on est tous d'accord pour dire que un bon film de SF, c'est Total Recall. Oui, tout à fait, bien sûr. Non, Starship mais Trooper. il faut. Oui, Starship Trooper, exactement. Ça, c'est des films. Bon, certes, c'est des films de SF qui utilisent beaucoup plus d'action que d'autres, mais Starship Trooper, l'action est là, mais il y a un réel message. On peut pas dire le contraire. C'est Comme dans beaucoup de films de Verhoeven, hein, tu regardes Robocop, qui peut être ancré, c'est quoi? Ça peut être aussi c'est de la science-fiction quelque part. oui, moi je pense oui. Bah, c'est de la fiction. C'est dans un univers qui n'existe pas et qui mêle de la science et de la technologie qui n'existe pas. Donc c'est de la science-fiction. Enfin pour moi, en tout cas. Après, quelqu'un me reprendra sûrement. Rosen. Mais mais voilà. Et souvent dans les films, voire tout le temps dans les films de Verhoeven, ça va être de l'actionneur, etc. Starship Trooper est le meilleur exemple, je pense, pour ça. Les gens n'ont pas compris ce film. Je veux pas me placer en élite par rapport à qui que ce soit, mais c'est un film qu'il faut prendre au second degré pour en comprendre le sens. Il se moque et il joue sur tout un tas de clichés, et beaucoup de personnes en fait l'ont boudé parce qu'ils n'ont vu que les clichés et l'ont pris au premier degré. C'est dommage. Je comprends. Notre collègue créatrice de contenu a fait une très bonne vidéo là-dessus. Ah, Rattle Rock, ouais, que je mettrai en lien ouais. que dans la description. Je mettrai pas de fiches, c'est vraiment chiant les fiches à mettre. Mais je vous la remettrai. On en avait déjà parlé, je crois même. Comment on peut parler SF sans parler d'un des deux plus grands monuments de SF avec Star Wars, Star Trek. Ah oui, alors je suis pas du tout assez ancré dans la mythologie Star Trek pour en parler. Je regardais quelques épisodes quand ils étaient moult fois rediffusés, tu vois. Moi, Star Trek, j'ai juste vu les derniers films de Abrams et j'ai vu quelques films, les très vieux. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas génération Star Trek. J'ai pas vu tant que ça. Je connais juste Captain Kirk et Spock. Ouais, ça. Après, et ça s'arrête plus ou moins là. Mais je sais que ça a une très grosse communauté, ça aussi. Et qu'ils aiment bien se déchirer, la communauté Star Wars et Star Trek. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils en ont besoin. Mais encore une fois, les deux univers peuvent cohabiter ensemble sans qu'on ait à se chier dessus. Star Trek avait pour lui, en fait, dès le début, de proposer un équipage international. Alors qu'on était vraiment... la guerre froide, il y avait un Russe dans cette histoire? Est-ce que la guerre... Oui, on était en pleine guerre froide, du coup. Oui, il y avait un Russe. Il y avait un Russe, il y avait un Asiatique, il y avait une femme noire. Star Trek se paye le luxe d'offrir un baiser entre Captain Kirk et... je sais plus comment elle s'appelle, la noire en fait de l'équipage. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, du tout, alors que ça ne s'était jamais vu avant. Fallait oser en fait. En 60 et quelques, c'était quelque chose de waouh. Fallait oser. Et 66, la première diffusion. ouais, donc ça date un peu. Vraiment, c'était il y a longtemps. J'étais pas né, c'est pour dire. Moi non plus.
Donc voilà, je crois. aimez la science-fiction qui vous plaît. Si vous aimez genre 2001 et que vous aimez Star Wars, tant mieux. S'il y en a que vous aimez pas, tant mieux. Juste kiffez et emmerdez pas les gens. Et si vous aimez H2G2, eh ben ça nous fait plaisir aussi. De ouf. Et surtout, n'oubliez pas votre serviette. C'est un très beau mot de la fin. Magique. Bah, je crois qu'on a beaucoup digressé. On n'a pas tant que ça parlé de Star Wars, mais c'est pas plus mal. Non, c'est bien. C'était chill. C'était cool. Hein. Moi, j'aime bien ces petites ambiances comme ça. On a parlé pas mal SF et tout, mais c'était vraiment plaisant. Eh ben, c'était notre c'était notre avis sur voyez-le pas. C'est ça. Très belle conclusion, Didou. Si un jour je fais un film, je l'appelle comme ça. Et voilà. Donc non, c'était plus ou moins nos émotions, nos ressentis sur Star Wars et d'autres œuvres de la science-fiction populaire et moins. Et voilà, c'était nos avis, nos rondelles, comme Olivier a dit au début. Ouais, poète, toujours. Et voilà, donc on revient la semaine prochaine. Donc cette fois-ci sur le film Prey qui avait été annoncé la semaine dernière. À 3. Classique. Ou à Paris. 2 fois parce que oui, à 3, puisque 7 ça fait un peu loin. Et la vache. C'est concours géographie là. Et c'est tout. Je sais pas où je vais. Non, je pense que tu ne sais pas trop où tu vas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si vous avez aimé ce format, si vous avez des suggestions. Si vous voulez qu'il revienne. De toute façon, il reviendra, on va pas se mentir, il va revenir. Dans 15 jours, il est là. Ouais. Mais voilà, si vous avez des suggestions, si vous le voyez plus long, peut-être plus petit, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer au final après montage. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter. Likez, clocher, enfin bref, vous connaissez tout ça, c'est tous les trucs chiants là. Aimez-nous aussi. S'il vous plaît. Ouais. Nous, on apprécie toujours. Et voilà, donc merci Olive de ta présence aujourd'hui pour partager ce moment avec moi. Bah plaisir, je n'allais pas te laisser seul tout, hein. Ça aurait été plus triste peut-être, je sais pas, ouais, enfin, t'aurais eu beaucoup, oui. Je peux tenir une émission tout seul. Le problème, c'est que toi au montage, tu vas rien biter, les gens vont rien biter, et je vais changer à peu près 18 fois de sujet en 3 minutes. C'est pas faux. Donc ça risque d'être compliqué. c'est vrai. Peut-être qu'un jour je ferai une émission tout seul pour voir, mais ça va être chiant aussi, hein, on va pas se mentir. Puis parler devant un micro tout seul, c'est relou. Un peu, ouais. Et donc, des bisous. Des bisous. Des bisous. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine pour Prey. Salut.